Chers amis, bonjour. Je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau cycle de conférences. Effectivement, je viens de publier un livre sur l'origine de la vie, après plusieurs années d'études sur le sujet, et je suis ravi maintenant de vous faire partager mon enthousiasme sur ce sujet, au gré des conférences qui vont suivre. Alors, pour cette première, j'ai pensé utile de vous dresser un panorama rapide des principales étapes qui se sont produites. Et chacune de ces étapes, lorsque je l'ai découverte, a été pour moi une surprise. Alors, je vais appeler ça les surprises. Il y en a 8 qui permettent de comprendre comment on est passé du minéral au vivant. Et ça paraît tout à fait miraculeux, et vous allez voir que ça se fait pas comme ça, de façon très simple. Enfin, il y a quand même eu 4 milliards d'années d'évolution pour mener du minéral à l'homme, et la nature est capable de grandes choses pourvu qu'on lui laisse le temps. Aujourd'hui, je vais donc vous parler un peu généralement du sujet, en passant en revue ces différentes étapes. Vous verrez, si ça vous paraît rébarbatif, vous vous limiterez à cette première conférence. Si par contre ça aiguise votre curiosité, eh bien vous pourrez me suivre au cours des 8 épisodes qui suivront. Pourquoi me suis-je intéressé à ce sujet? Vous le savez, ce qui m'intéresse, ce sont les grands mystères de l'univers, le Big Bang, ensuite la vie, ensuite l'apparition de l'homme et de la conscience. Alors, très vite, je me suis rendu compte, lorsque je m'intéressais au Big Bang, que la vie était un mystère plus opaque que celui du Big Bang. Oui, parce que le Big Bang, on ne sait pas comment il s'est déclenché et ce qui a été le point de départ de cette espèce d'étincelle qui s'est produite. Mais par contre, dès qu'elle s'est produite, alors là, immédiatement, grâce à la physique nucléaire, on sait ce qui s'est produit après. Et ce qui s'est produit après, c'est en quelques minutes la création du rayonnement et de la matière. Alors, cela me fait penser aujourd'hui à Darwin, parce que Darwin, vous savez que c'est l'inventeur de la notion d'arbre généalogique dans le vivant. Avant, on pensait que toutes les espèces étaient fixes, et existaient depuis que Dieu les avait créées. Et lui dit non, les espèces évoluent et elles forment un arbre généalogique. Alors évidemment, on s'en doute bien, il se posait la question de ce qu'il y avait à l'origine du tronc de l'arbre. Et alors il n'en parlait pas trop, on n'a guère qu'une petite phrase qu'il avait écrite dans une lettre à un de ses amis. Il n'en parlait pas trop parce qu'il n'avait aucun moyen à l'époque de prédire ce que ça avait pu être, ou il n'y avait ni les moyens théoriques, ni les moyens pratiques d'examiner quelque chose qui s'est produit il y a 4 milliards d'années. Donc il n'en parlait pas publiquement, mais il se posait la question. Et souvent je me dis, si Darwin ressuscitait aujourd'hui, il serait très surpris qu'on en sache plus sur l'origine de la matière et du rayonnement que sur l'origine de la vie. Et effectivement, c'est tout à fait paradoxal. Alors on commence à voir des scénarios se dessiner, et j'ai, dans mon livre, dessiné un scénario qui me paraît le plus probable quand j'ai examiné tous les processus possibles. Ce qui m'a guidé, c'est toujours de rechercher le plus probable partout. Je dessine donc un scénario. Alors, je ne veux pas être prétentieux et dire que je détiens la vérité. Je dis simplement qu'on commence à entrevoir ce qui a pu se passer, et c'est ce que j'ai voulu faire dans ce livre pour démontrer d'abord que la vie a pu apparaître à partir du minéral, et deuxièmement, que finalement elle était beaucoup plus probable qu'on le dit. Le paradigme actuel, c'est que la vie est quelque chose d'extrêmement improbable. Ceux qui pensent que la vie a été créée par Dieu, disent oui, c'est quelque chose de tellement improbable que seul un être supérieur pouvait la créer. Mais pour les non-croyants, le paradigme reste que la vie est quelque chose de très improbable. C'est Jacques Monod qui disait que la vie était née d'un hasard tout à fait improbable et tout à fait extraordinaire. Alors moi, je ne partage pas ce point de vue. Je pense que la vie est quelque chose de naturel dans les conditions existant sur Terre. Et voyez-vous, dans le titre de mon livre que j'ai intitulé « Du minéral au vivant », sur Terre, la vie devait apparaître. Eh bien, je présente la vie comme quelque chose non pas de hasardeux, mais de nécessaire, c'est-à-dire que les conditions idoines étaient réunies, la vie devait apparaître. Voilà la thèse que je présente. Par contre,
je dois dire que ça pose d'autres questions. C'est toujours pareil, vous savez, les questions métaphysiques, vous ne les résolvez pas avec la science. Vous bougez un peu les lignes et vous les poussez dans des lignes plus lointaines, mais aussi plus fondamentales. Alors là, les questions fondamentales, c'est oui, vous dites que la vie devait apparaître grâce aux conditions existantes sur Terre, mais pourquoi ces conditions existaient? Et puis, quand on va plus loin, c'est pas uniquement les conditions existantes sur Terre, c'est aussi la façon dont l'univers est fait, les lois qui la gouvernent, tout cela paraît extrêmement bien ajusté. Et donc, vous voyez, il y a toute la place pour les croyants pour considérer que finalement, tout ce que je vais présenter là, et qui est relativement complexe, vous allez le voir, tout cela ne peut être que le résultat d'un projet divin. Donc si vous pensez cela, surtout continuez à le penser, il n'y a aucune raison de changer votre opinion. Mais en tout cas, que ce soit un projet divin qui soit derrière tout cela ou que ce soit simplement le hasard, il reste que la vie telle qu'elle est apparue sur Terre était à mon sens quelque chose de probable. Pour mieux illustrer ce fait, je vais vous expliquer pourquoi j'ai été très surpris lorsque j'ai commencé à m'intéresser à la vie. J'ai été très surpris par la rapidité avec laquelle elle était apparue. Alors d'abord les faits. Quels éléments possédons-nous pour parler de la vie la plus primitive? Les traces les plus anciennes dont nous disposions ne sont pas des traces de bactéries. La bactérie, c'est trop petit et trop mou pour laisser des traces dans les roches. Ce sont des traces qui sont des roches. Seulement, ce sont des roches intéressantes qu'on appelle les stromatolites. Ce sont des roches intéressantes parce qu'elles sont fabriquées par des bactéries. C'est un peu la même chose que les récifs de corail qui sont de la pierre, mais de la pierre fabriquée par des micro-organismes. On connaît bien les stromatolites parce qu'il en existe aujourd'hui, toujours, et on sait très bien comment ces pierres fonctionnent. Elles ont la forme d'un champignon, que vous voyez là, recouvert par un film bactérien. Les bactéries sont au-dessus, et oui, elles sont au-dessus parce qu'en fait, ce sont des cyanobactéries qui captent la lumière du soleil. Donc elles cherchent à se rapprocher le plus près du soleil. Et c'est pour ça qu'elles font pousser une espèce de champignon qui monte vers la surface et sur lesquels elles sont logées. Alors pourquoi ça fait une pierre de cette forme-là? C'est parce que toutes ces bactéries, dans leur métabolisme, relâchent du calcaire et ce calcaire s'accumule et ça fait un champignon qui grandit. Grandit de combien? Les stromatolites, ça peut représenter 30 cm, ça peut aller jusqu'à 1 mètre ou 2. Voilà la taille de ce qu'on rencontre. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on a découvert des restes de stomatolites, donc des stomatolites très anciens, dans des couches de terrain qui datent de 3,5 milliards d'années. Et ces stromatolites sont les premières preuves non contestées de la vie primitive. Et donc non contestées, le principe n'est pas contesté, la datation non plus, vous savez qu'on date très précisément les roches maintenant. Donc voilà, on sait qu'il y a 3 milliards et demi d'années, il existait déjà des cyanobactéries. Voilà le résumé. Alors, les cyanobactéries, ce sont déjà des êtres très compliqués. Je ne sais pas combien de gènes il leur faut pour vivre, mais bon, une bactérie, c'est typiquement 1 millier de gènes. Donc c'est déjà quelque chose d'extrêmement compliqué, qui fait que on se doute que la vie est arrivée bien avant. Seulement bien avant, on ne peut pas remonter très loin dans le passé, parce que si on remonte trop loin, la Terre, c'était une boule de feu. Elle s'est constituée il y a 4 milliards et demi d'années, et à l'époque, c'était une boule de feu et une boule liquide. Donc vous n'imaginez pas la vie dans un milieu aussi chaotique. Ensuite, elle s'est refroidie progressivement, et on estime que vers à peu près 4 milliards d'années, on a commencé à avoir de l'eau liquide. C'est-à-dire que la Terre a commencé en certains endroits à devenir habitable il y a peut-être 4 milliards d'années. Alors quand on rapproche ces deux chiffres, 3 milliards 5 des bactéries déjà sophistiquées, 4 milliards le moment où la Terre commence timidement à être habitable, eh bien ça laisse une fourchette somme toute assez étroite. Et on estime, sans avoir de preuves formelles, mais on estime en général que la vie est apparue il y a 4 milliards d'années. Voilà, donc vous entendrez ce chiffre souvent
4 milliards d'années, on considère que c'est l'origine de la vie. Alors, ça soulève deux grandes questions, et c'est ça que j'ai trouvé extrêmement intéressant. Ça a été une grande surprise pour moi. Je vous cache pas que ça a été presque une surprise aussi grande que lorsque, enfant, on m'a appris ce qu'était le Big Bang. Ça m'avait beaucoup surpris. Bien là, la surprise a été presque aussi grande. La surprise, quelle est-elle? C'est que la vie, si elle est apparue il y a 4 milliards d'années, est apparue très vite après que la Terre a pu commencer à être habitable. Très vite. Oui, parce que si je dis que la vie est apparue il y a 4 milliards d'années et que la Terre est devenue habitable il y a 4 milliards 200 millions d'années, ça laisse une fourchette extrêmement étroite de 200 millions d'années. Et là, tous les biologistes s'accordent pour dire que 200 millions d'années, c'est vraiment très court à l'échelle de l'évolution. Et donc, je conclus que la vie est apparue dès qu'elle le pouvait, c'est-à-dire dès qu'il y a eu un refroidissement suffisant. Alors ça, c'est une interrogation. Pourquoi la vie apparaît-elle si vite? On peut voir deux explications. Une première est divine, et de dire, bah oui, Dieu a créé le berceau et ensuite il a créé le bébé. Et donc tout ça a pu se faire très vite. Alors moi je ne suis pas croyant, donc je ne partage pas ce point de vue, et si je le partageais, mon livre se réduirait à une page où je dirais, voilà, Dieu a créé la terre, ensuite il a créé la vie. Bon, c'est pas du tout mon optique, mais je suis très surpris que la vie soit apparue aussi vite, et j'en déduis le fait que la vie était finalement très probable, parce qu'elle n'a pas mis longtemps à sortir, ça veut dire que les conditions étaient requises pour qu'elle sorte. L'autre surprise, qui est un peu moins grande, mais tout de même qui laisse perplexe beaucoup de biologistes, c'est que la vie apparaît à 4 milliards d'années et 3 milliards 5, c'est-à-dire 500 millions d'années plus tard, on a déjà des cyanobactéries, qui est déjà quelque chose de très complexe. Alors, là aussi, il y a un temps qui paraît très court. Partir de zéro pour arriver à quelque chose de très complexe, comme une cyanobactérie, il ne faut pas perdre son temps, hein. Et donc, c'est encore une autre interrogation. Alors, dans ce livre et dans le cycle de conférences qui va suivre, je vais m'intéresser à ces, disons, 200-300 millions d'années, premiers millions d'années, à partir de la toute première origine, et voir ce qui a pu se passer pendant ces 200 ou 300 millions d'années pour conduire du minéral aux bactéries. Je vais énoncer aujourd'hui, dans ce bref résumé, les 8 surprises que j'ai eues en cherchant tout cela, et de surprise en surprise, nous passerons progressivement du minéral au vivant. Alors, première surprise, là je reviens sur des choses que j'ai beaucoup déployées dans mes précédentes conférences, c'est que la vie finalement, elle s'est créée un peu comme se crée tout le reste. Autrement dit, je dis qu'il n'y a pas une très grande différence entre la création d'une étoile, d'une planète, d'une montagne, d'une rivière. Il n'y a pas tellement de différence entre cela et la création de la vie. Alors, il y a une différence, c'est évidemment la complexité est arrivée à un stade absolument gigantesque par rapport à une étoile, qui est finalement quelque chose de relativement simple, la Terre, une montagne. Donc on passe à un degré de complexité immense. Et c'est d'ailleurs pour ça que la recherche des origines est si difficile. Si un Martien passait tout près de la Terre et en croisant la Terre voyait dans ses télescopes un Boeing 747, eh bien il garderait cette image et puis une fois rentré sur Mars, il regarderait cette image et il se dirait mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que cet objet? Alors il commencerait à comprendre que c'est un objet qui vole, etc. Mais il découvrirait une complexité incroyable dans cet objet. Et pour arriver à retracer l'historique qui a permis de passer peut-être de l'Homo sapiens primitif il y a 300 000 ans au Boeing 747, il aurait un mal fou et ça se comprend. Donc voilà, le problème c'est que la vie est arrivée à un niveau de complexité immense, mais on sait que cette complexité, elle est fabriquée jour après jour par l'évolution darwinienne. On sait très bien, on connaît toute l'évolution depuis la bactérie jusqu'à l'homme. Donc on sait que quand s'enclenche la sélection darwinienne, alors là, on atteint des sommets de complexité. Voilà, mais je reviens à cette idée, la vie s'est fabriquée un peu selon les mêmes principes. Alors,
Je ne vais pas les détailler ici parce que ça fera l'objet de la prochaine conférence, mais je vous rappelle le principe de l'énergie libre, qui est le suivant. Ici, vous avez les chutes du Niagara. L'eau qui est en haut possède de l'énergie du fait de la hauteur, ce qu'on appelle l'énergie potentielle. Eh bien, cette énergie, elle va la décharger complètement lorsque l'eau va tomber en bas. Ça fait des remous, un léger réchauffement, mais très peu perceptible. Et voilà, c'est tout. Vous voyez, l'énergie s'est complètement dissipée et il ne s'est rien passé d'autre. Rien sauf le ravissement des touristes qui sont en face pour observer le spectacle. Mais en dehors de cela, il ne se passe rien. Par contre, si dans les chutes du Niagara, ici, on interpose une contrainte, alors là j'ai mis une contrainte que vous comprenez bien et qui a été inventée à l'Antiquité, c'est un moulin à eau. Si on interpose une contrainte, on va capter une partie de l'énergie qui se dissipe, on va en capter une partie, cette partie elle s'appelle de l'énergie libre, et cette énergie libre peut travailler. Ici ce que j'ai représenté schématiquement, c'est un moulin à eau pour faire de la farine. Donc on capte une petite partie de cette énergie et on peut la faire travailler. Quand on regarde la nature, il n'y a pas de moulin pour la farine, il y a des structures dans la nature. Je vous parlais d'une étoile, une planète, une montagne, une rivière, tout cela ce sont des structures qui s'organisent, le mot exact c'est qui s'auto-organisent. Et comment s'auto-organisent-elles? Eh bien précisément selon ce principe. Il y a des contraintes qui s'interposent dans la chute de l'eau, et plus généralement lorsque l'énergie se dissipe, si elle rencontre des contraintes, ces contraintes dévient une petite partie de l'énergie qu'on appelle de l'énergie libre, et cette énergie libre fabrique des structures. Alors je ne vais pas m'étendre longtemps, mais je prends un exemple tout simple, vous allez au sport d'hiver, vous trouvez magnifiques les paysages, vous avez quelque chose devant vous qui est beau, qui est organisé, qui est sophistiqué, vous avez des glaciers, des sommets, des lacs de montagne, des rivières, des torrents et des reliefs. Eh bien, tout ceci, c'est fait selon ce principe. C'est-à-dire que de l'eau est montée par l'évaporation, de la neige est tombée en haut, les montagnes se sont faites aussi par des collisions entre les plaques tectoniques. Et donc, à chaque fois, vous avez le même phénomène, vous avez de l'énergie qui cherche à se dissiper, l'eau cherche à tomber en bas, et vous avez des contraintes qui l'en empêchent partiellement, localement. Et c'est lorsqu'il y a ces contraintes qu'apparaît de l'énergie libre, et c'est l'énergie libre qui fabrique les structures. C'est l'énergie de l'eau qui se trouve en haut de la montagne qui a fabriqué les vallées glaciaires, les vallées fluviales, tous les reliefs sur lesquels vous avez le plaisir de skier. Et donc c'est ce principe, vous voyez, de la roue à eau. Alors je dis que la vie, et ça a été ma première surprise, elle n'est pas très différente de ça. C'est-à-dire qu'elle fonctionne aussi sur le principe d'une énergie qui cherche à se dissiper, mais qui rencontre des contraintes. Et à ce moment-là, qui crée des structures, et des structures particulièrement complexes. Alors, c'est plus difficile à comprendre parce que c'est plus abstrait. Là, je vous ai parlé d'une énergie que vous comprenez facilement parce que c'est l'énergie mécanique et puis l'énergie potentielle de l'eau qui est en hauteur. C'est donc quelque chose qui est lié à la gravitation. Dans l'origine de la vie, ou dans la vie en général, dans votre corps par exemple, ce n'est pas l'énergie de la gravité qui est en cause, c'est l'énergie chimique. Mais le principe est le même. L'énergie chimique cherche à se dissiper, elle rencontre des contraintes, et quand elle rencontre des contraintes, elle fabrique des structures. Et la vie, l'organisme vivant, c'est une structure très complexe qui s'est fabriquée selon ce principe qui est commun au reste de ce que vous voyez autour de vous, le soleil, une étoile, les montagnes, les glaciers, les rivières, etc. Alors ça, c'était la première surprise. Maintenant, quelle est la seconde? Ça a été une grande surprise pour les océanographes, surprise qui est apparue en 1973, je crois. On explorait les fonds marins de façon à comprendre où on pourrait trouver du pétrole. On survolait ce qu'on appelle les dorsales dans les océans. Ce sont des espèces de plis qui traversent tout l'océan Atlantique du nord au sud. Et le long de ces dorsales, à 4000 mètres de profondeur, on découvre des fumeurs. Vous en avez un exemple ici. Vous voyez
une fumée qui sort du sol. C'est pas une fumée comme dans l'air, hein, mais c'est un peu la même chose. Ce sont des particules de minéraux qui sortent avec de l'eau chaude de ces endroits. Et ces particules, eh bien, font des fumées opaques. Alors, le fait de voir des fumerolles comme ceci n'avait rien de très étonnant, mais ce qui était très étonnant, c'est que autour de ces fumerolles, on a découvert un écosystème extrêmement florissant. À 4000 mètres sous l'eau, il n'y a pas beaucoup de vie, hein, c'est très désertique finalement. Eh bien là, on a découvert un écosystème faramineux, c'est-à-dire que dans ces endroits-là, qu'on appelle des cheminées hydrothermales, on trouve à l'intérieur des bactéries qui se nourrissent des minéraux qui viennent du sol. On découvre des vers qui mangent les bactéries, des crustacés qui mangent les vers, des poissons qui mangent les crustacés. Enfin, un incroyable écosystème dont des espèces qu'on ne connaissait pas d'ailleurs. Et on découvre tout cela autour de ces cheminées. Alors qu'est-ce que c'est qu'une cheminée comme ceci? C'est un endroit où ressort de l'eau chaude qui vient du sol et qui est chargé de minéraux, qui s'accumulent. Alors ça fait une espèce de stalagmite qui peut quand même monter à des dizaines de mètres. Hein. Ça peut faire 20-30 mètres, une cheminée hydrothermale. Dans cette cheminée, il y a tous ces minéraux qui viennent du sol. Alors, je vous expliquerai qu'il y a là la source de la vie, parce que les minéraux qui sortent du sol ne sont pas faits comme les minéraux qu'il y a dans l'océan. Il y a donc deux sortes de substances qui se rencontrent dans ces cheminées hydrothermales. Il y a l'eau qui vient du fond et qui est passée pas très loin du magma et qui a circulé dans des roches internes, et il y a la partie externe qui est l'océan. Ce qui est amusant, on le verra aussi, c'est que ça fait une espèce de pile. Dans une pile, vous avez deux substances et vous avez deux plots plus et moins qui, si vous les rejoignez, font passer des électrons. Ben là, c'est pareil. Entre la matière qui est au-dessous et la matière qui est au-dessus, c'est celle de l'océan, il y a une tension électrique. Il y a un potentiel qu'on appelle un potentiel oxydoréduction. C'est l'équivalent d'une pile, c'est-à-dire dès que ces produits se mettent en contact, ça fait passer des électrons. Or, la vie fonctionne là-dessus. Le corps humain fonctionne grâce à des transferts d'électrons entre beaucoup de substances. Donc là, il y a un transfert d'électrons naturel, il y a une source d'énergie, et on voit bien qu'elle est très propice à la vie, puisqu'il y a une très grande fertilité. Alors on s'est dit aussitôt, finalement, ça paraît être un berceau de la vie presque idéal, parce que d'abord, il y a une source régulière d'énergie chimique. Une cheminée peut durer 100 000 ans, voyez. Donc pendant 100 000 ans, vous avez un apport d'énergie qui travaille régulièrement et régulièrement. C'est comme la petite pile Duracell qui dure plus longtemps que les autres. Là, vous avez une pile Duracell qui peut durer 100 000 ans. Pendant 100 000 ans, il peut se passer beaucoup de choses avec une source d'énergie qui est aussi régulière. Et cette cheminée, elle a une deuxième caractéristique que je vais toucher un peu plus loin. Elle est constituée d'une façon très catalytique. Catalytique, ça veut dire favoriser les réactions chimiques. C'est donc un réacteur chimique qui favorise énormément les réactions. Et donc nous allons avoir une grande richesse chimique par le fait en particulier que ces cheminées sont constituées de façon très catalytique. Alors pourquoi? C'est parce qu'elles sont fabriquées d'alvéoles et en même temps ces alvéoles sont métallisées par tous les métaux qui remontent du fond et ça fait donc un matériau fait d'alvéoles et métallisé. Et un matériau comme ça, vous en avez un sur chacune de vos voitures, vous avez des pots catalytiques. Un pot catalytique, c'est exactement ça. C'est une matière en alvéole qui a été métallisée et ça favorise la combustion des imbrûlés de l'essence. Voilà. Et bien là, vous avez un pot catalytique naturel magnifiquement construit. Alors ça a été une grande découverte dans les années 70 et depuis, il faut dire que le scénario de la vie apparaissant dans les cheminées hydrothermales n'est pas le seul, on pense aussi aux volcans ou à d'autres endroits, mais est celui qui tient la corde aujourd'hui. Troisième surprise, c'est en 1953 qu'on l'a découverte avec un étudiant en biologie qui s'appelait Stanley Miller
et qui, sous le contrôle d'un professeur qui s'appelait Huret, a créé une expérience intéressante. Il a pris un ballon de verre et il a mis dedans ce que, à l'époque, on considérait comme devant être l'atmosphère de la planète il y a 4 milliards d'années, c'est-à-dire qu'il a mis du dioxyde de carbone, de la vapeur d'eau, du méthane, de l'ammoniac et de l'hydrogène. Bon, il a mis tout ça dans un ballon et il a fabriqué une espèce de distillateur. Vous voyez, c'est un peu comme les bouilleurs de cru. Vous avez là un appareil qui distille, mais dont la sortie est rebranchée sur l'entrée. Vous voyez, imaginez un distillateur qui donc fabrique de l'alcool, mais au lieu de tirer cet alcool avec un petit robinet, recycle l'alcool dedans. Voilà. Donc c'est un système cyclique. Qu'est-ce qu'on fait de ces gaz? On leur envoie des éclairs électriques pour donner de l'énergie. Ensuite, on les refroidit, ils sont distillés, ça fait une espèce de liquide, on fait bouillir ce liquide et on repart pour un tour. Alors, Stanley Miller a fait fonctionner son réacteur pendant une semaine, et puis il a arrêté. Et qu'a-t-il trouvé dans le ballon en bas? Il a trouvé un liquide épais, une espèce de goudron. Il a mesuré ce qu'il y avait dans ce goudron, et là, grande surprise, on a trouvé plein de molécules organiques, des glucides, des lipides, mais aussi des molécules très sophistiquées comme les acides aminés. Les acides aminés, ce sont les parties qui fabriquent les protéines. Une protéine, c'est une espèce de grand train dont les wagons sont des acides aminés. Il y en a une vingtaine. Eh bien, dans son goudron, il en a trouvé 13 parmi les 20 tout de même, qui se sont fabriqués tout seuls. Alors, on s'est aperçu là qu'il fallait changer notre vocabulaire parce que toutes ces molécules qui sont finalement faites à partir de carbone, on parlait de chimie organique. Et pourquoi? Parce qu'on pensait que seule la vie pouvait fabriquer des acides aminés. Eh bien, là, on s'aperçoit que non, elles ne sont pas forcément organiques, elles peuvent aussi se fabriquer toutes seules, tout au moins jusqu'à un certain degré de complexité qui est grosso modo celui de l'acide aminé, c'est déjà pas mal. Et donc on a changé le vocabulaire et aujourd'hui au lieu de parler de chimie organique, on parle de la chimie du carbone. Alors ça c'était une grande surprise, mais la surprise n'a fait que se renforcer au cours des ans parce que on observe dans le cosmos beaucoup de molécules organiques. Comment on les observe? C'est parce que nos télescopes permettent de reconnaître la signature dans la lumière, de reconnaître la signature de certaines molécules. Et donc on a aujourd'hui identifié à peu près 300 molécules organiques faites à partir de carbone dans le cosmos. Et c'est à peu près comme dans l'expérience de Miller, c'est-à-dire que ça monte jusqu'à un degré de complexité qui est à peu près celui d'un acide aminé. Un acide aminé, c'est 25 atomes, vous voyez, c'est déjà une belle molécule compliquée. Eh bien, elle se forme toute seule dans les nuages de poussière dans le cosmos et on en trouve dans les météorites. J'y reviendrai tout à l'heure, on en trouve beaucoup dans les météorites. Alors maintenant, vers quoi peut déboucher cette chimie du carbone? Eh bien, c'est là qu'on s'aperçoit que le carbone est un élément extrêmement particulier. Il est capable d'une très grande variété de combinaisons avec les autres atomes. Vous savez qu'il y a 92 atomes stables, c'est la table de Mendeleïev, le carbone en est un, mais le carbone est infiniment supérieur à ses 91 collègues, infiniment supérieur pour ce qui est de lier des relations avec les autres molécules. Vous connaissez des gens qui sont très réseaux, comme on dit, qui ont énormément de connaissances partout, qui ont peut-être 5000 amis, entre guillemets, sur Facebook ou sur LinkedIn. Eh bien, le carbone, il est comme ça. C'est un élément qui réseaute. Il est capable de faire des réseaux avec tous les autres. Et à tel point que la table de toutes les molécules qu'on connaît faites à partir de carbone contient 3,5 millions de molécules différentes. 3,5 millions. Donc c'est une profusion absolument incroyable. Et cette grande profusion de molécules possibles va se déployer dans les cheminées hydrothermales, parce qu'il y a du carbone, parce qu'il y a de l'énergie, et parce qu'il y a des conditions qui sont propices avec un environnement qui est catalytique.
Ah bon, je vous dis pas que les 3,5 millions de molécules vont se faire dans les cheminées hydrothermales, mais enfin, on parle quand même en dizaines de milliers, hein, facilement. Bon, c'est quelque chose d'essentiel pour la vie, c'est cette grande variété de molécules, et aussi, rappelez-vous, le fait qu'une cheminée hydrothermale, elle vit jusqu'à 100 000 ans, et pendant tout ce temps, elle va brasser toutes ces molécules, et ça va faire plein d'essais et d'erreurs et de combinaisons nouvelles qui vont progressivement se déployer, et donc une très grande richesse. Mais pour envisager la vie, il ne suffit pas d'une très grande richesse. Je dirais même le contraire. S'il y a trop de molécules, eh bien, il se produit une explosion combinatoire, c'est-à-dire que ces molécules se combinent avec d'autres, eh bien, ça a fini par faire trop de molécules et devenir chaotique. C'est un peu ce qui se produit lorsque vous avez des interactions médicamenteuses, hein. Sans faire attention, vous avez pris un médicament, vous en avez pris un autre. Ces médicaments ont des réactions dans votre organisme, ils ont aussi des réactions entre eux, et toutes ces nouvelles molécules qui apparaissent avec un médicament, eh bien, peuvent se combiner et fabriquer des molécules qu'on n'aimerait pas voir se développer, et qui ont des effets secondaires, donc c'est ce qu'on appelle les interactions médicamenteuses, vous voyez. La vie ne fonctionne que s'il y a un contrôle des molécules qui sont utilisées et qu'on ne s'aventure pas trop dans d'autres molécules parce qu'elles deviennent toxiques. Alors là, je vous dis donc, c'était ma troisième surprise, c'est le fait qu'il y a cette exubérance chimique due au carbone, mais en même temps, cette exubérance, elle fabrique ce qu'on appelle une explosion combinatoire. Trop de molécules, trop de combinaisons, trop de réactions. Alors il faut un tri dans tout ça. Ah oui, la notion de tri est essentielle à la vie, puisqu'on sait bien que la sélection darwinienne repose là-dessus. Alors c'est l'objet de la quatrième surprise. Il y a un mécanisme qui opère un tri, et c'est celui dont je vous ai déjà parlé, c'est la catalyse. Et là nous allons parler d'autocatalyse. Alors je vais couvrir le sujet de façon très très superficielle, parce que c'est un sujet assez complexe. C'est aussi un sujet essentiel. Je ne vous cache pas que si on me disait « vous dépeignez tous les mécanismes depuis l'origine de la vie jusqu'à aujourd'hui, mais dans tout ça, est-ce que vous pourriez nous citer un mot qui serait le plus important pour l'origine de la vie ?» Eh bien ce mot, je dirais sans contexte, c'est l'autocatalyse. Je pense que l'autocatalyse, c'est ce qui fait apparaître la vie. La vie est un phénomène autocatalytique. Alors deux mots sur ce que c'est. La catalyse, c'est le fait qu'une substance, ici la substance E, puisse favoriser une réaction. Imaginez que nous nous trouvions dans le pot catalytique d'une voiture, vous avez de l'essence imbrûlée, qu'on appelle A, vous avez de l'oxygène, B, et les deux se combinent pour donner C. Ça donnera du CO2, puis aussi de l'eau d'ailleurs. Cette réaction, eh bien, elle est favorisée par E, et E, qu'est-ce que c'est? C'est le matériau qui compose le pot catalytique. Donc ce matériau E n'intervient pas dans la réaction, il reste indemne, et prêt à catalyser beaucoup d'autres réactions. Il n'intervient pas, mais il favorise grandement la réaction. Alors ça, c'est la catalyse telle qu'elle existe partout, tous les chimistes connaissent ça par cœur. Eh bien, qu'est-ce que l'autocatalyse? Alors l'autocatalyse, c'est le fait que vous ayez des mécanismes entre plus de molécules. Par exemple, ici, j'ai fait quelque chose de très simple, c'est une molécule A qui se transforme en une C, C se transforme en E, et E, c'est ça qui est intéressant, redonne la molécule de départ A. Eh bien, vous avez un cycle qui se mord la queue. C'est-à-dire que chaque molécule crée la suivante, mais en fait, on revient toujours sur le même cycle. Alors ça s'appelle un hypercycle, et c'est très intéressant parce que quand je vous montre ce cycle, je vous montre de façon très embryonnaire une reproduction. Ah oui, au niveau moléculaire. On n'est pas en train de parler de la vie, là on parle de molécules, mais vous avez là une molécule A qui, à l'issue d'un cycle, se reconstitue. Alors, dans la vie, c'est beaucoup plus complexe que ce cercle-là parce qu'il y a l'effet catalytique. C'est-à-dire que, par exemple, la molécule E peut catalyser la réaction entre A et C. C peut catalyser la réaction entre E et A.
Et A peut catalyser celle entre C et E. Et à ce moment-là, toutes les molécules qui sont là se fabriquent en se catalysant elles-mêmes, autocatalyse. Alors là, vous vous doutez que quand on atteint ce stade-là, évidemment, le cercle en question va se développer de façon exponentielle jusqu'à épuisement des ressources. Donc là, on parle vraiment d'un tri extrêmement efficace. Donc quand je dis que la catalyse est un mécanisme de tri, je le résumerai d'une façon très simple. Une réaction dominera si elle est catalysée. Une autre réaction, si elle n'est pas catalysée, eh bien, sera un phénomène accessoire et ces produits serviront d'aliment pour les réactions qui sont, elles, catalysées. Vous avez donc la nature qui se sépare en deux. Il y a des réactions catalysées qui, elles, perdurent et se développent, même de façon exponentielle dans certains cas. Et vous avez les autres. Et les autres, elles servent d'aliment. Donc vous voyez déjà au niveau moléculaire se dessiner la notion de, peut-être pas un être, parce que là on est dans des réactions chimiques, mais un jeu de réactions qui s'impose et d'autres réactions qui en fait servent d'aliment. Alors cette notion que vous voyez là avec 3 produits, il faut la généraliser, en fait ça se matérialise avec 1000, 2000, 5000 produits, vous voyez. Dans votre corps, vous avez 5000 réactions et vous avez 7000 catalyseurs. Vous voyez, donc c'est comme ça que fonctionne votre corps. Et on conçoit que dans les cheminées hydrothermales, ce type de mécanisme a pu commencer à se développer. Alors, il y a une conséquence qui est la causalité. Et là, on va voir une grande différence entre le vivant et le minéral apparaître. Lorsque je vous montre les flèches au-dessus, je vous montre des réactions. Mais en même temps, je vous dis qu'une réaction va se faire si elle est catalysée. Donc le catalyseur, avec une petite flèche là pointillée, a une vertu causale. Donc vous pouvez considérer ces flèches comme ayant une vertu causale, c'est-à-dire qu'on peut les représenter comme des causalités. Et c'est là qu'apparaît une différence fondamentale entre le vivant et l'inerte, le minéral, c'est que la causalité ne se présente pas de la même façon. Alors, en bas, vous avez 2 dessins. En bas à gauche, vous voyez la causalité telle qu'elle se présente dans le monde minéral. Dans le monde minéral, eh bien, les causes s'enchaînent d'une façon un peu linéaire. Pour prendre un exemple dans le vivant, je me casse la figure dans l'escalier ce matin. Voilà une première cause. Cela entraîne que je serai alité. Mais cela entraîne aussi que je ne vais pas aller au travail. Et n'allant pas au travail, je ne vais pas pouvoir rencontrer mon client principal qui venait me voir pour une affaire importante. Et conséquence de cela, nous allons rater l'affaire, etc., etc. Donc vous avez des causes, vous voyez, qui partent d'un point, comme ici, le fait que je me sois cassé la figure dans l'escalier, et qui déchaînent un flot de conséquences derrière. Alors il peut y avoir des boucles dans ces conséquences, mais en général c'est linéaire, c'est-à-dire que ça fait une espèce d'arborescence linéaire. Si maintenant je regarde ce qui se passe dans votre organisme, l'organisme humain, je découvre des causalités qui sont circulaires, c'est-à-dire que tout se mord la queue. C'est exactement le principe qui est sur la figure du dessus. Tout se mord la queue, c'est-à-dire que telle réaction produit telle substance, cette substance va catalyser une autre réaction qui va fabriquer une autre matière, qui elle-même va catalyser une autre réaction, etc., etc. Et ça donne cette espèce de boule où tout interagit avec tout. Tout produit a été catalysé et tout produit joue lui-même un rôle de catalyseur. Et ça porte un nom que j'expliquerai, c'est la fermeture causale. C'est-à-dire que ça se voit bien sur le dessin, vous avez un système en autarcie qui fonctionne tout seul. Et là aussi, vous voyez commencer à poindre la notion d'être vivant avec une causalité qui s'exprime très différemment de la causalité du minéral. Surprise supplémentaire, c'est la création spontanée de petites cellules qu'on appelle des protocellules, qui sont, pour être plus précis, des vésicules qui se forment lorsqu'on mélange des lipides et de l'eau. Alors vous avez un exemple, si vous faites une vinaigrette, vous avez de l'huile d'un côté, du vinaigre et de l'eau de l'autre, et quand vous battez tout ça, ça fait des petites bulles d'huile. Bon. Alors, ce que l'on constate, c'est que certains minéraux, et en particulier les acides gras,
qui sont des lipides assez simples. Ces acides gras, lorsqu'on les met dans l'eau, fabriquent des membranes qui se replient sur elles-mêmes et ça forme des vésicules. Alors c'est un peu comme dans l'air, les bulles de savon que fait un enfant avec un petit anneau où il souffle. Il fabrique des bulles. Alors c'est des bulles d'air dans l'air avec une membrane de savon. Alors là, ce sont des bulles d'eau dans l'eau et la membrane, elle est faite de certains lipides. Alors là, je vais vous parler d'une surprise qui a été tout à fait étonnante chez un des spécialistes de cette discipline, ce qu'on appelle les protocellules, les toutes premières cellules, David Dimmer. Et David Dimmer était un spécialiste des lipides. Et vous savez que les bons chercheurs sont des esprits curieux. Et donc il a eu un jour une inspiration, il s'est dit, on m'a dit qu'il y avait des lipides dans les météorites, j'aimerais bien savoir ce qu'il y a comme lipides. Alors je vais faire l'expérience classique. Il a pris un petit échantillon de la météorite de Murchison. Murchison en Australie, c'est un endroit où dans les années 60 est tombée une grosse météorite et on l'a beaucoup étudié et on a découvert à l'intérieur effectivement toute une richesse de molécules organiques dont 70 sortes d'acides aminés. C'est extrêmement riche. Alors il a pris une petite parcelle de cette météorite, il l'a écrasée dans une poudre très fine, il a mis ça dans le formol pour sortir les lipides, et il a laissé sécher ça et il l'a mis dans une goutte d'eau qu'il a mis devant son microscope. Et voilà la surprise qu'il a découverte, vous la voyez sur cette photo. C'est pas la photo exacte de son expérience, mais c'est tout à fait ce qu'il a vu dans son oculaire. Il a vu se former spontanément des vésicules lipidiques. Il a vu donc des acides, ça devait être des acides gras, se combiner entre eux, faire des vésicules et fabriquer ainsi des cellules. Et il a découvert que ces cellules, elles n'étaient pas vivantes bien évidemment, tout ça est parfaitement minéral à ce stade-là. Elles étaient animées d'une dynamique collective tout à fait intéressante. Alors je m'explique. D'abord, les petites gouttes, là, des petites vésicules, ont tendance à fusionner avec les grosses. C'est ce que vous avez là, marqué fusion, mais ça veut dire que la grosse, finalement, a avalé la petite, quoi. Donc dès que des vésicules petites ou grosses se rencontrent, elles tendent à fusionner. Elles deviennent de plus en plus grosses. Seulement, c'est ça qui est intéressant, à un certain stade, à force de grossir, elles perdent leur cohérence. C'est-à-dire qu'à un certain stade, elles n'arrivent plus à maintenir leur intégrité. Et là, vous en avez un exemple, vous avez ici dans le microscope une goutte qui est plus grosse que les autres et on voit qu'elle a une forme qui commence à se distordre et on se rend compte qu'elle est prête à se couper en deux. Et c'est ce qui se passe quand une vésicule devient trop grosse, avec les mouvements de l'eau, elle finit par se couper en deux. Eh bien ça s'appelle une division cellulaire. Autrement dit, David Dimmer découvre en observant cette poudre de la météorite Murchison, découvre des protocellules qui se forment, qui sont sujettes à des fusions et qui sont sujettes à des scissions, c'est-à-dire des divisions cellulaires. Et c'est très exactement comme ça que se reproduisent les bactéries. Ce sont des divisions cellulaires. Ou les cellules de votre corps, c'est pareil, elles se divisent en deux. Donc il dit qu'à partir de cette expérience-là, il s'est lancé dans l'origine de la vie, c'est devenu son thème de recherche favori, et il est devenu le spécialiste des protocellules à partir de cette grande surprise. Je vous parlais avant des cycles autocatalytiques, je vous parlais de cette chimie complexe faite de catalyse qui se développe. Eh bien, on ne sait pas exactement ce qui est apparu en premier. Est-ce que ce sont ces réactions chimiques ou est-ce que ce sont les protocellules? Parce que l'important, c'est que la richesse chimique, pour se développer, elle a besoin d'être protégée. Et là, on voit bien que s'il existe des protocellules, quand elles se forment, elles emprisonnent la chimie qu'il y a dans l'eau et elles l'englobent en leur sein. Et à ce moment-là, je dirais qu'elles protègent la fabrication de molécules complexes. Plus précisément, ces protocellules sont partiellement perméables, mais partiellement, c'est-à-dire que les grosses molécules qui se font à l'intérieur ne peuvent pas sortir, sont emprisonnées,
Par contre, les petites molécules peuvent entrer et sortir, et ça permet à la cellule de s'alimenter. Donc il y a un tri qui est fait, là aussi, entre les grosses molécules qui sont à l'abri à l'intérieur et les petites qui peuvent circuler. Elle peut respirer, si vous voulez. Eh bien, donc, on se dit, probablement, la chimie complexe s'est développée après l'apparition des protocellules. Mais il y a un mais. C'est un problème classique dans l'origine de la vie, c'est le problème de la poule et de l'œuf. C'est que, pour que se développent toutes ces microcellules-là, il faut qu'il y ait une production de lipides importante. Et donc, il faut aussi qu'il y ait déjà des réactions catalysées, comme je disais avant. Alors, il faut des réactions catalysées pour que se forment les cellules. Il faut les cellules pour abriter les réactions catalysées. Voilà, on est typiquement dans le problème de la poule et de l'œuf. Bon, je crois que la réponse à ce dilemme, elle est simple, c'est apparu en même temps. C'est-à-dire que dans une sauce chimique assez riche, il y a des lipides naturellement, d'autres molécules complexes se sont faites, et puis en même temps on commençait à se créer des vésicules, et dans ces vésicules, eh bien, la chimie a pu encore se développer. En se développant, elle a fabriqué plus de lipides, comme il y avait plus de lipides, il y avait plus de cellules, etc. etc. Donc c'est le problème de la poule et de l'œuf. Moi je dirais que tout ça est apparu probablement à peu près en même temps. Voilà, alors là c'est très important parce que vous voyez que là, on voit apparaître de véritables êtres, non seulement des êtres bien délimités avec leurs membranes, mais en même temps avec division cellulaire, donc capacité de reproduction. Alors, ce n'est pas encore la vie, on appelle ça la protovie, et on arrive maintenant à la surprise suivante, c'est que à partir de là, a pu s'enclencher l'évolution darwinienne. Quand je dis s'enclencher l'évolution darwinienne, disons-le clairement, s'enclencher la vie. Autrement dit, c'est là, à ce moment-là, qu'apparaissent les premiers êtres vivants. Effectivement, on rattache en général la vie à l'évolution darwinienne. Alors voyons comment elle peut apparaître. Je vous dis que la protocellule, quand elle devient un peu trop grosse, elle finit par se scinder en deux. Eh bien, quand elle se scinde en deux, c'est une mère qui fait deux filles, comme une bactérie, comme une cellule de votre corps, pareil. Elle fait deux filles. Alors, dans la vie, que ce soit les bactéries ou que ce soit nos cellules, il y a une information héréditaire qui est transmise par de l'ADN. C'est-à-dire que l'ADN de la cellule mère se dédouble en deux brins, et un brin est donné à chacune des filles. Et c'est ainsi que se transmet l'information héréditaire. Seulement là, il n'y a pas d'ADN. Mais il y a tout de même une information héréditaire, elle est très rudimentaire, elle est très basique. C'est simplement que la mère transmet à ses filles la composition chimique qu'elle a. Imaginez que je fasse un cocktail dans une bouteille. Donc il a une certaine composition. J'ai mis du jus d'ananas, j'ai mis du curaçao, etc. Bon, j'ai fabriqué mon cocktail. Maintenant, je veux en donner à deux personnes. Alors, je vais prendre le premier flacon, je vais en verser la moitié dans un deuxième, j'ai deux flacons. J'ai deux flacons de cocktail. Il y a la même composition chimique dans les deux. J'ai donc cédé aux deux flacons une information, et cette information, c'est la composition chimique de mon cocktail. Telle proportion de curaçao, telle proportion de jus d'ananas, etc., etc. Eh bien, on appelle ça une information compositionnelle. Elle est toute bête. C'est la liste des molécules qui est transmise de la mère vers les deux filles. Voilà, donc vous avez transmission d'une hérédité. C'est le premier élément de l'évolution darwinienne. Ensuite, vous avez la division cellulaire, c'est-à-dire la reproduction, qui donc va donner d'une mère deux filles. Et ensuite, vous avez un ingrédient essentiel de la sélection naturelle, c'est le fait qu'il y a de petites variations. Les deux filles ne sont pas exactement égales. Il y a de petites variations. Par exemple, une des deux filles va peut-être se trouver en carence d'une des molécules, ou bien une autre va se trouver avec un excès de telle autre molécule. Il y a donc des différences, et ces différences, elles vont pouvoir être sujettes à sélection. Et ça, c'est le grand mécanisme qu'a découvert Darwin. Darwin a découvert que dans l'évolution des espèces, donc dans les générations,
Il y avait des différences. Par exemple, l'éleveur de moutons, lorsque une brebis avait 3 moutons, il s'apercevait que sur les 3 moutons, il y en a un qui faisait plus de laine que les 2 autres. Petite variation. Évidemment, l'éleveur prenait ce mouton pour faire la génération suivante, et il recommençait. Et il triait systématiquement les meilleurs moutons. Eh bien là, c'est ce principe de base qu'a découvert Darwin. Et là, il peut déjà se produire d'une façon très rudimentaire, c'est-à-dire qu'il y a une information chimique qui est transmise. Elle n'est pas transmise d'une façon parfaite, il y a des variations. Et ainsi, parmi les générations qui se suivent, il y a des protocellules qui sont plus armées par rapport à leur milieu, d'autres qui le sont moins. Eh bien, celles qui sont les plus armées vont perdurer. Les autres, au contraire, vont à un certain moment se faire manger, quoi, servir d'aliment. Et vous avez ainsi les meilleures formules chimiques, si vous voulez, parce que là, à ce stade, on ne parle que de formules chimiques. Vous avez les meilleures formules chimiques qui peuvent perdurer et se développer. Et c'est cela qui a dû se passer dans les cheminées hydrothermales, qui, je le répète, offrent une source d'énergie dans la durée. Donc vous voyez, quand ça dure 100 000 ans, une cheminée hydrothermale, vous vous rendez compte le nombre de petites vésicules qui a pu se développer et fabriquer des filles, et puis les filles se combiner avec d'autres, etc., etc. Ça fait une myriade d'essais et erreurs, et c'est comme ça que fonctionne la vie. Donc là, nous sommes au stade des protocellules, et nous sommes arrivés en fait au stade de la vie, parce qu'à partir de là, tout va pouvoir se développer très vite grâce à l'évolution darwinienne. Que se passe-t-il ensuite? Eh bien, là, j'exprime une nouvelle surprise, c'est que dans le scénario que je vous présente, il n'y a pas de gène. Vous l'avez compris, l'hérédité se transmet autrement. Elle se transmet simplement par transmission de la composition chimique, et il n'y a pas de gène. Alors, c'est quelque chose d'un peu choquant pour beaucoup, parce que la vie aujourd'hui tourne toujours autour des gènes. Que vous preniez une bactérie, une cellule humaine, ou que vous preniez même un virus, tout cela se développe grâce à des gènes. Il est donc très difficile d'imaginer la vie sans gènes. Où il y a de la gêne, il n'y a pas de plaisir. Eh bien, c'est ce qui fait que ces dernières années, beaucoup de recherches sur l'origine de la vie se sont concentrées sur les gènes. En fait, on s'est dit, est-ce qu'il n'y aurait pas un jour un gène qui se serait fabriqué? Alors le gène, concrètement, c'est un brin d'ARN. On sait que l'ADN n'existait pas au début, c'est l'ARN qui ressemble beaucoup à l'ADN. Et l'ARN, par contre, pouvait se fabriquer dans les débuts de la vie. Donc ces chercheurs imaginent un brin d'ARN qui pourrait s'auto-répliquer. En théorie, c'est possible. Simplement, en pratique, ce sont des brins d'ARN qui sont très complexes, qui peuvent contenir 150 ou 200 maillons, et on ne voit pas comment ça a pu apparaître un beau matin dans une cheminée hydrothermale. Donc, moi je dis que ces études-là sont certainement très utiles parce qu'on est au centre des choses, mais je dis qu'il ne faut pas y voir l'origine de la vie. La vie est apparue autrement, de façon beaucoup plus simple, et il faut voir les gènes comme un développement ultérieur. Grâce à l'évolution darwinienne, eh bien, les choses se sont complexifiées et on est arrivé à l'idée de gènes. Alors, je ne vais pas vous détailler exactement comment, mais je dirais, premièrement, qu'en se sophistiquant, la protocellule commence à créer des chaînes d'ARN, chaînes de protéines, ce sont aussi des chaînes. Naturellement, ces chaînes existent, mais dans le milieu d'une cheminée hydrothermale, mais ce sont des chaînes très courtes, ça peut aller jusqu'à 2-3 maillons. Certains disent que les protéines pouvaient arriver à 10 maximum, mais bon, c'est un maximum, on parle de quelques unités. Par contre, si se développent des catalyseurs efficaces, à ce moment-là, les chaînes peuvent s'allonger. Et c'est ce qui a dû se produire à ce moment-là, des chaînes de plus en plus longues de protéines d'une part et d'ARN d'autre part, ont commencé à exister. Et ces chaînes, on sait qu'elles ont une valeur catalytique très importante, donc il y a là un système boule de neige qui se fait. Plus la chimie est complexe, plus elle crée des chaînes longues, plus les chaînes longues
catalyse et plus ça donne de précision ensuite au mécanisme chimique. Et tout ceci, c'est une boule de neige. Alors, en continuant, on se rend compte qu'une chaîne d'ARN, par exemple, peut catalyser la fabrication d'une autre chaîne. Et c'est ce qui est représenté sur ce dessin. Une chaîne en fabrique une autre, si vous voulez. Alors, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Sachez que ça joue aujourd'hui dans la reproduction, puisque vous avez des brins d'ARN qui refabriquent des brins d'ARN, ou des brins d'ADN, c'est pareil, qui fabriquent des brins d'ADN. Et puis vous avez dans votre corps des brins d'ARN qui fabriquent des protéines aussi, en les catalysant comme ceci. Et donc, c'est ce qu'on appelle la réplication par modèle, c'est-à-dire que le modèle d'une chaîne va servir à fabriquer la chaîne suivante. Imaginez que vous ayez un collier de perles avec des couleurs, rouge, vert, etc. Vous pouvez fabriquer un duplicata, un deuxième collier avec les perles dans le même ordre, vous les assemblez dans le même ordre. C'est une réplication par modèle. Voilà. Alors moi, je pense que les gènes n'existaient pas au début de la vie, que c'est une sophistication ultérieure qui s'est faite, et qui s'est faite simplement parce que l'ARN et les protéines se côtoyaient et interagissaient ensemble, mais l'ARN est une molécule très souple et beaucoup plus à même de servir de modèle. Au contraire de la protéine, qui elle est une chaîne qui se replie et qui devient presque solide, qui prend une forme dure, et qui elle donc est difficilement lisible, parce que quand vous voulez lire une bande magnétique, il faut la dérouler. La protéine, une fois qu'elle s'est repliée, elle est très difficile à dérouler, donc la protéine n'était pas douée, si vous voulez, pour servir de modèle, à l'inverse de l'ARN. Inversement, la protéine est un excellent catalyseur, parce qu'elle a une forme particulière qui peut favoriser des réactions. Donc il y a un partage des rôles. L'ARN s'est arrogé le rôle de modèle pour la réplication, et la protéine s'est arrogé le rôle de structure, si vous voulez, et de catalyseur. C'est un petit peu le fait que des abeilles, par exemple, dans une ruche, se partagent les rôles. Vous avez les abeilles qui ont un rôle de reproduction, c'est-à-dire la reine et les mâles, et vous avez toutes les autres abeilles qui, elles, ont un rôle pour le day-to-day business, qui sont les abeilles ouvrières. Eh bien, c'est un peu le même partage qui s'est fait entre les molécules. Voilà. Un jour, donc, a pu apparaître ainsi le système des gènes. Et là, évidemment, on entre dans une complexité gigantesque, qui est la complexité de tout le règne du vivant aujourd'hui. Voilà, donc là, on est arrivé à la vie d'aujourd'hui, mais il reste une 8e surprise. C'est le fait que, d'un côté, je vous dis que la vie était probable, mais d'un autre côté, je dois avouer que nous n'avons pas encore observé le moindre signe de vie dans le cosmos. Pourtant, on cherche. Alors, on cherche où? Le premier candidat, c'est Mars. Bon, d'abord, Mars est près de nous. On peut y aller, ça prend 3 ans aller-retour, mais on peut y aller. On peut, théoriquement, envoyer des hommes sur Mars. Donc, elle est proche, mais surtout, il y a un fait intéressant, c'est qu'on sait qu'il y a 4 milliards d'années, Mars offrait des conditions très très proches de celles de la Terre. Il y avait une atmosphère, il y avait des océans ou des lacs, il y avait de l'eau, il y avait donc une température modérée, enfin il y avait tout ce qu'il fallait pour que puisse apparaître la vie. Ce n'est plus le cas aujourd'hui parce que Mars est une planète plus petite, elle a perdu son atmosphère, elle s'est desséchée, mais on pense que dans le sous-sol, il existe encore des nappes et si la vie a existé, elle a pu perdurer dans ces nappes. Et donc l'objectif, je ne sais pas si on l'atteindra dans les 10 années qui viennent ou peut-être 20, mais l'objectif est d'aller sur place avec des robots et puis d'arriver à percer la croûte pour descendre le plus bas possible et prendre des échantillons d'eau et les remonter. Alors ça, c'est un candidat. Et puis en dehors de ça, les autres planètes sont pas tellement des candidats, elles sont trop chaudes ou trop froides. Mais il y a 2-3 lunes de Jupiter et de Saturne qui sont d'excellents candidats parce qu'elles sont dans une température tiède et elles ont de l'eau. Et certaines de ces lunes ont beaucoup plus d'eau que n'en contient la Terre.
Alors on rêve de pouvoir sonder aussi un jour ces nappes d'eau souterraines pour peut-être y trouver la vie. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on observe aussi? On sort du système solaire. Le système solaire, il n'y a guère que ces 3 ou 4 endroits qui sont potentiellement intéressants. Donc on sort du système solaire et on regarde ce qu'on appelle les exoplanètes, c'est-à-dire les planètes qui existent dans d'autres systèmes solaires. Alors ces exoplanètes, on arrive maintenant avec James Webb, le nouveau satellite télescope, on arrive à les voir maintenant et on commence à pouvoir mesurer certaines molécules, savoir s'il y a de l'eau par exemple ou pas. On a encore donc une vision quand même très lointaine et approximative. On en connaît 7800 aujourd'hui des exoplanètes et on sait parmi ces exoplanètes celles qui pourraient avoir des conditions idoines. On y cherche quoi? D'abord, on cherche s'il y a de l'eau liquide parce qu'on a beaucoup de mal à imaginer la vie autrement qu'avec l'eau. Grosso modo, la vie, ça vient de l'eau et de la chimie du carbone. C'est très difficile d'imaginer la vie autrement que comme ça. Alors qu'est-ce qu'on cherche? Eh bien, on cherche de loin, en observant ces exoplanètes, on cherche à trouver des molécules improbables, des molécules atypiques. Par exemple, dans une situation inverse, je suis un martien et de loin, j'observe la Terre. Et qu'est-ce que je découvre? C'est qu'il y a plein d'oxygène sur Terre. Et ça, c'est anormal. Oui, parce que l'oxygène, partout ailleurs, se combine avec d'autres molécules dans des cailloux. Et donc, il est tout à fait anormal de trouver un gros pourcentage d'oxygène dans l'air. Et c'est anormal pourquoi? Parce que nous avons la vie, et c'est la vie qui fabrique l'oxygène. Avant la vie, il y a 4 milliards d'années, il n'y avait pas d'oxygène dans l'atmosphère. Donc ça, c'est une molécule atypique. Une autre, c'est le méthane, qui peut être fabriqué par la vie. Mais si j'étais un martien très loin et j'observais la Terre, il y a autre chose que je repérerais très facilement. C'est la présence de chlorophylle. Il y en a partout. Lorsqu'on observe les continents, partout sauf dans les déserts, on voit une très grande quantité de chlorophylle. Et là, la chlorophylle, c'est une molécule extrêmement complexe, donc il n'y aurait aucun doute pour un martien qui nous observe que ça a été fabriqué par la vie. Donc le martien dirait, là, sur cette planète, il y a la vie. Alors on cherche ainsi l'existence peut-être de molécules complexes dans des proportions anormales, si vous voulez, atypiques. De même, il y a un indice qu'on recherche, c'est le rapport entre deux formes de carbone. Il y a le carbone 12 et le carbone 13. Et il se trouve que des êtres vivants ont tendance à sélectionner un petit peu plus le carbone 12, qui est plus léger et qui donc interagit plus facilement, par rapport au carbone 13. Donc c'est un rapport qu'on examine. Voilà. Mais pour l'instant, aucun indice sérieux. Alors, moi j'aimerais bien qu'on trouve la vie quelque part, parce que ça apporterait de l'eau à mon moulin, et je vous dirais, bah oui, je vous avais dit que la vie était probable, vous voyez, témoin, il y a déjà une autre planète qui la possède. Mais malheureusement, je ne peux pas vous dire cela aujourd'hui. Bon, on va certainement aller beaucoup plus loin et rapidement, puisqu'on a de plus en plus de sondes, on envoie des sondes sur Mars, sur les lunes de Saturne et Jupiter, et puis on a des satellites de plus en plus puissants pour observer les exoplanètes. Donc tout ça va évoluer, et il faudra suivre attentivement toutes ces recherches. Voilà, alors j'espère que tout ceci vous donne un appétit de poursuivre ce cycle de conférences. Je termine par une petite phrase qui est de Paul Davies, qui est un philosophe des sciences, et qui dit collectivement, ces atomes dénués de pensée font les choses ensemble et exécutent la danse de la vie dans une exquise précision. C'est cette exquise précision qui est absolument magnifique et que vous voyez sur le dessin du fond, là, puisqu'on voit un magnifique petit insecte posé sur une non moins magnifique feuille qui est finement structurée et très régulière, et c'est ça la vie. Voilà, j'espère que ceci vous aura donné envie de poursuivre, et à partir de là, je vais dérouler les 8 grandes surprises dont je vous ai parlé pour un cycle de 8 conférences. Voilà. Merci pour votre attention et à bientôt, j'espère.
Je vous invite à me joindre sur mon site, dont l'adresse est ici indiquée. Sur la page auteur, vous y trouverez l'intégralité de mes conférences. Vous pourrez aussi m'y joindre si vous le souhaitez.